rise. Veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelée à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénals est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Could the registrar please call the case? Bonjour. Le greffe veut bien annoncer l'affaire inscrite orale, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur le Président. Affaire le procureur contre Nzabonimpa et consorts. Affaire MICT-18-116-T. Audience du vendredi 25 juin 2021 à 12h. Merci, Monsieur le Président. Le procureur veut bien se présenter. Le banc du procureur veut bien se présenter. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers amis. Le procureur est représenté par moi-même, Tembiele Segueta, Rachid, Marie Sabasset et Martha Berthollet. Merci. La défense, en commençant par Maître Roberts. Merci, Monsieur le Président. Je suis Jeffrey Roberts. Je représente M. Anselme Nzabonimpa, qui est à ma gauche, au prétoire. Nous avons Mme Wishing Ryu et à la haie, Mme Bafadel. Merci. Monsieur La Rochelle. Merci, je suis Philippe La Rochelle. Je suis accompagné à ma droite par Jean de Dieu Ndakijmala, Kate Gibson à ma gauche, Cécile Lecol et mes anciens étudiants qui sont ici avec nous. Merci, Maître Gashabana. Je suis Gatera Gashabana. À ma droite, j'assiste Madame Marie-Rose Fatouma. Et au sein de l'équipe, vous avez le confrère Yann Edouard. Et avec l'assistance de Mademoiselle Éléonore Kéré et Nina Guillou qui nous suit depuis La Haye. Merci. Correction de l'interprète, il ne s'agit pas d'anciens étudiants, mais plutôt de Maya Lomné de l'équipe de Maître La Rochelle. Maître Kuntz, oui. Merci, Monsieur le Président. Mounichouli est ici avec moi, ainsi que Kurt Kuntz, ainsi que Julia Alae, John et Laura Luca. Merci, Maître Hopper. Merci, Monsieur le Président. Augustin Grabatore est assis près de moi ce matin. Nous avons également James Jackson ici au prétoire. Samuel James Blum Cooper, Cheryl Leroy, Sam Blum Cooper, Cheryl Leroy. Nous avons également Leigh Laurie à Edinburgh, Margot et Léons et Bonnie Johnson qui sont en Hollande. Merci. Aujourd'hui, je vais donner lecture du résumé du jugement pour faciliter la clôture rapide et équitable de l'affaire et éviter les risques liés au voyage dans le contexte de la pandémie de Covid-19. J'ai choisi de prononcer le jugement oralement, peu après le réquisitoire et les plaidoiries des parties. L'exposé écrit des motifs de ce jugement sera communiqué ultérieurement. Cette procédure est prévue à l'article 122 A et C du règlement et a déjà été adoptée dans de précédentes affaires d'outrage portées devant les tribunaux prédécesseurs du mécanisme. Seule la version écrite du jugement, une fois déposée, fera foi. Avant d'examiner le fond de l'affaire, il convient de relever les circonstances extraordinaires dans lesquelles le procès a été conduit. La pandémie de Covid-19 a entraîné la suspension des procédures judiciaires dans le monde entier en mars 2020, soit des mois avant l'ouverture prévue de ce procès. Cependant, la force majeure ne nous a pas empêchés de commencer et d'achever le procès en plein milieu de la pandémie, et ce, grâce à la contribution extraordinaire du personnel d'appui judiciaire. J'adresse mes profonds remerciements à la section des services généraux qui a modifié cet espace en créant une salle d'audience constamment désinfectée où la distanciation sociale est respectée.
Je remercie également la section des services informatiques dont l'ingéniosité et le dévouement ont permis de créer une salle d'audience virtuelle permettant une participation simultanée au débat depuis Arusha, La Haye et Kigali. Je remercie le greffier, son cabinet, l'administration, la sécurité et le service de protection des témoins qui ont travaillé dans les coulisses pour nous apporter tout leur appui. Nos interprètes et sténotypistes ont fait preuve d'un engagement exemplaire en effectuant plusieurs voyages internationaux pour participer aux sessions des audiences. Vous vous êtes également montré extrêmement professionnel et patient, interprétant et transcrivant les échanges, à savoir les observations et questions des avocats, que je qualifierais poliment comme étant parfois très animés. Enfin, la section d'administration des chambres et la section des services linguistiques ont fourni un appui essentiel et excellent dans le prétoire et hors du prétoire. Vous avez tous joué un rôle clé en m'aidant à m'acquitter de l'obligation que m'impose le statut d'assurer l'équité et la rapidité du procès. À l'attention des accusés et des conseils qui les représentent, votre souplesse et votre consentement à renoncer aux procédures de mise en état de l'affaire en présentiel au début de la pandémie ont permis de poursuivre la préparation du procès. Le plaidoyer du procureur et de la défense a été excellent et solide. L'approche collégiale, professionnelle et rationnelle que vous avez adoptée en l'espèce est tout aussi louable. Merci à vous tous. La thèse du procureur contre les accusés, à savoir M. Anselme Zabonimpa, M. Jean de Dieu Ndagichimala, Mme Marie-Rose Fatouma, M. Dick Prudence Mounichouli et M. Augustin Ngirabatouari, repose principalement sur des allégations selon lesquelles, de 2015 à 2018, des pressions ont été exercées sur les témoins à charge clés bénéficiant de mesures de protection et ont déposé dans le procès de M. Ngirabatouari mené devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. Pour comprendre ces accusations, il est nécessaire d'avoir une connaissance de base de la procédure engagée contre M. Ngirabatouari devant le TPIR et le tribunal qui lui a succédé, à savoir le mécanisme. Le 20 décembre 2012, la Chambre de première instance 2 a déclaré M. Ngirabatouari coupable de génocide et d'incitation directe et publique à commettre le génocide. Cette déclaration de culpabilité était fondée principalement sur les témoignages directs de deux témoins à charge protégée, les témoins Anan et Anat, disant que M. Ngirabatouari s'était rendu au barrage routier de Chianikagissa et avait exhorté un grand groupe de personnes à tuer les Tutsis en février 1994. S'agissant du verdict de culpabilité pour génocide, la Chambre de première instance s'est principalement appuyée sur les témoignages directs de deux autres témoins à charge protégée, les témoins Anaeu et Anam, pour conclure que M. Ngirabatouari avait distribué des armes et avait fait des déclarations au barrage routier situé dans la commune de Nyamnyumba le 7 avril 1994. La Chambre de première instance a conclu que la déposition d'un cinquième témoin à charge protégée, le témoin Anal, venait corroborer indirectement les dépositions des témoins Anaeu et Anam. M. Ngirabatouari a interjeté appel de ces déclarations de culpabilité le 18 décembre 2014 et après la clôture du TPIR et le transfert de sa compétence au mécanisme, la Chambre d'appel du mécanisme a confirmé ces deux déclarations de culpabilité. Lors de la procédure en première instance et en appel, la crédibilité des quatre principaux témoins a été fortement contestée. Un juge de la Chambre d'appel a exprimé son désaccord lorsque celle-ci a confirmé la déclaration de culpabilité pour génocide sur la base de l'appréciation qu'elle a faite de l'alibi de M. Ngirabatouari. Le 8 juillet 2016, M. Ngirabatouari a déposé une demande en révision des déclarations de culpabilité prononcées contre lui sur la base des prétendues déclarations de rétractation des témoins Anat, Anan, Anam et Anaeu, indiquant qu'ils avaient menti lors du procès de M. Ngirabatouari. Le 19 juin 2017, la Chambre d'appel du mécanisme a fait droit à la demande en révision de M. Ngirabatouari. Lors du procès en révision, qui s'est tenu en septembre 2019, les témoins Anat et Anan ont déclaré devant la Chambre d'appel qu'ils avaient menti lors du procès de Ngirabatouari. Les témoins Anaeu et Anam ont affirmé que les rétractations qu'elles avaient faites dans des déclarations et
auditions antérieures n'étaient pas véridiques. En fin de compte, la Chambre d'appel a exprimé des doutes quant à la véracité des récits des témoins Anat et Anan visant à revenir sur leur déposition au procès. La Chambre d'appel n'a pas non plus tenu compte des lettres ou déclarations antérieures des témoins Anae et Anam d'entre 2015 et 2018 concernant la rétractation de leur témoignage au procès, eu égard à leur déposition en personne devant la Chambre d'appel, tendant à infirmer leur déclaration de rétractation et confirmer leur témoignage au procès. Le 27 septembre 2019, la Chambre d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de réviser l'arrêt Ngirabatore. Le 24 août 2018, et en plein préparatif du procès en révision de M. Ngirabatore, le procureur a obtenu confirmation d'un acte d'accusation dressé contre M. Nzabonimpa et Ndagijimana et Mme Fatouma, alléguant que des pressions avaient été exercées sur des témoins qui avaient déposé lors du procès en révision de M. Ngirabatore, le témoin anal et les intermédiaires utilisés pour contacter ces témoins. Plus précisément, ils sont accusés d'outrage pour avoir exercé des pressions sur les témoins, chef 1, et d'incitation à commettre un outrage, chef 2. Le même acte d'accusation reproche à M. Mounieshouli, qui a travaillé comme enquêteur pour le compte de M. Ngirabatore au début de la procédure, faisant suite à sa demande de révision, la violation en connaissance de cause et l'inexécution d'ordonnances judiciaires, chef 3, concernant les témoins qui ont finalement comparu lors du procès en révision de Ngirabatore. M. Maximilien Tourinabo, qui était également visé par ces 3 chefs d'accusation, étant décédé le 18 avril 2021. Pendant la présentation des moyens de la défense, les poursuites engagées contre lui ont depuis lors été abandonnées. Le 10 octobre 2019, quelques semaines après le procès en révision de M. Ngirabatore, un autre acte d'accusation est confirmé, au terme duquel M. Ngirabatore est accusé d'outrage pour pression exercée sur des témoins, chef 1, et pour violation en connaissance de cause et inexécution d'ordonnance judiciaire, chef 3. Il lui a également reproché l'incitation à commettre l'outrage, chef 2. Le 10 décembre 2019, l'affaire impliquant M. Nzabonimpa et ses co-accusés et celle de Ngirabatore sont jointes sur la base de l'acte d'accusation établi contre M. Nzabonimpa et ses co-accusés, d'une part, appelé acte d'accusation de Nzabonimpa, et de l'acte d'accusation dressé contre M. Ngirabatore, également appelé acte d'accusation de Ngirabatore, d'autre part. En substance, les actes d'accusation placent Ngirabatore au centre d'une campagne de subornation présumée allant de 2015 à 2018 et visant à obtenir la rétractation des témoins Anan, Anat, Anam, Anae et Anal, laquelle a été menée par lui directement ou par l'intermédiaire de M. Nzabonimpa, M. Ndagijimana, Mme Fatouma et M. Tourinabo. M. Nzabonimpa, Ndagijimana et Mme Fatouma sont accusés d'avoir utilisé des intermédiaires qui avaient un accès direct à ces témoins pour commettre des actes d'outrage. Je commencerai par le premier chef visé dans les 2 actes d'accusation, selon lequel M. Ngirabatore, M. Nzabonimpa, M. Ndagijimana et Mme Fatouma auraient commis l'outrage au tribunal en exerçant des pressions sur les témoins. Plus précisément, les actes d'accusation portent des allégations factuelles, à savoir que ces accusés ont poussé les témoins Anan, Anam, Anae ou Anal et ou Anal à revenir sur leur déposition au procès par la pression et ou l'incitation et ou la persuasion. Les accusés auraient donné des instructions à ces témoins et aux témoins Anat quant aux informations à fournir lors des entrevues avec le conseil de Ngirabatore et ou le procureur et ou concernant la version des faits à présenter lors du procès en révision. Ils auraient également offert et versé ce qui est décrit comme étant des pots de vin à ces témoins et intermédiaires afin d'obtenir leur coopération et d'influencer leur déposition éventuelle. À l'appui de l'accusation de pression exercée sur les témoins énoncés au chef 1, les actes d'accusation contiennent des allégations factuelles selon lesquelles M.
Ngirabatware et Ndagijimana ont pris des mesures pour obtenir de faux témoignages auprès d'intermédiaires afin de corroborer les déclarations de rétractation des témoins Anan, Anat, Anam et Anae. Nzabonimpa et Ndagijimana sont également accusés, au titre du premier chef de l'acte d'accusation de Nzabonimpa, d'avoir donné des instructions aux témoins Anan, Anat, Anam et ou Anae sur ce qu'ils devaient dire et faire au cas où on leur demanderait de rencontrer le procureur. Je vais à présent exposer mes conclusions. Ayant soigneusement examiné le dossier dans son intégralité, je considère que le procureur n'a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les accusés concernés ont exercé indûment des pressions, sous forme par exemple de menaces ou actes d'intimidation explicites ou implicites, sur les témoins Anam, Anae, Anan et Anal, comme l'affirme le procureur, ou tel qu'allégué dans l'acte d'accusation. À cet égard, j'ai examiné attentivement tous les éléments de preuve à charge pertinents, et en particulier les témoignages directs de Anam, bar TNN 31, et Anae, bar TNN 30, à cet effet. De manière générale, leurs témoignages sont ambigus sur des points essentiels et manquent de crédibilité pour établir l'exercice de pression à raison de ces actes. Des éléments de preuve indiquent également que des incitations financières ont été proposés aux témoins en échange de leur coopération et certains d'entre eux ont sollicité de certains accusés de telles incitations. Ceci suscite un doute supplémentaire. Les preuves indirectes ne sont pas suffisantes pour éliminer tout doute raisonnable quant à la question de savoir si des pressions ont été exercées sur ces témoins pour obtenir leur rétractation. Par ailleurs, j'estime que le procureur n'a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que Mme Fatouma a versé aux témoins Anal la somme de $3 000 américains, vu les réserves que nous avons sur la crédibilité de sa déposition sur ce point et le fait que celle-ci n'a pas été suffisamment corroborée. Néanmoins, il ressort clairement du dossier que M. Ngirabatware a mis des milliers d'euros à la disposition de M. Nzabonimpa. L'argent fourni par M. Ngirabatware a été au centre d'une initiative hautement organisée visant à obtenir la rétractation des témoins Anam, Anae, Anan et Anat en particulier, NAT in anticipation en prévision de la procédure en révision. Les relevés de comptes bancaires, les preuves de communication échangées à l'époque des faits et la preuve testimoniale démontrent sans aucun doute que de l'argent a été versé ou offert à des témoins, y compris le témoin Anal, ainsi qu'à des intermédiaires, et a été utilisé pour faciliter le processus de rétractation. En outre, le dossier établit clairement que les actions menées par les accusés, y compris celles visant à dissimuler leur rôle dans ces événements, visaient concrètement à manipuler et influencer indûment les dépositions de témoins potentiels dans le cadre de la procédure en révision à venir concernant M. Ngirabatware. Les arguments de la défense visant à expliquer les paiements et les contacts directs ou indirects entre les accusés et les témoins, par analogie avec les pratiques normales d'enquête de la poursuite ou de la défense, comme un type de défense volontariste, n'ont aucun fondement factuel ou juridique raisonnable dans le contexte de la présente affaire. Le procès Ngirabatware est une affaire de génocide qui s'est appuyée sur un régime de protection pour réglementer les contacts avec des témoins qui, aux yeux de la justice, avaient besoin d'être protégés. Les actes de messieurs Ngirabatware, Nzabonimpa, Ndagijimana et Mme Fatouma leur ont permis de se soustraire à toute responsabilité, à tout contrôle judiciaire qui s'appliquerait normalement aux enquêtes autorisées. Leurs actes ont entravé l'administration de la justice. Les arguments et les preuves avancées par la défense, selon lesquelles les accusés ont agi en croyant sincèrement que M. Ngirabatware était innocent, n'ont pas soulevé de doute raisonnable quant à leur responsabilité au titre du premier chef d'accusation. La bonne procédure pour contester une condamnation considérée comme étant injuste consiste à demander la révision prévue par la loi et à le faire de manière transparente, conformément à la loi. Dans le contexte spécifique de l'espèce, les communications clandestines avec des témoins clés faisant l'objet de mesures de protection, les instructions fournies sur ce qu'il fallait dire aux agents chargés de l'enquête
et ou au juge susceptible de réexaminer les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de M. Ngirabatori et le fait de payer secrètement ces témoins ou de leur proposer des paiements pour s'assurer de leur coopération constitue une infraction. Cela n'est pas moins vrai dans une situation où les accusés ont eu le sentiment que les témoins leur extorquaient de l'argent. Ce n'est tout simplement pas de cette façon qu'on mène légitimement et légalement une défense. C'est une question de bon sens. Pour les motifs exposés dans le jugement, je déclare messieurs Ngirabatori, Nzabonempa, Ndagijimana et Mme Fatouma coupables du chef 1 de leurs actes d'accusation respectifs. Au chef 2 de l'acte d'accusation de Nzabonempa, il est reproché à messieurs Nzabonempa, Ndagijimana et Mme Fatouma d'avoir incité à commettre l'outrage sur la base des mêmes allégations factuelles portées à l'appui de la commission d'outrage par l'entremise d'intermédiaires plaidés au titre du chef 1. Le chef 2 de l'acte d'accusation de Ngirabatori repose sur les mêmes allégations factuelles visant à étayer le fait de commettre un outrage par l'entremise des accusés et de M. Ntourinabo reproché au chef 1. Pour les raisons exposées dans le jugement, je ne prononcerai pas de condamnation sur cette base et je conclurai et je déclare que les accusés ne sont pas coupables du chef 2 de leurs actes d'accusation respectifs. En ce qui concerne le chef 3 de l'acte d'accusation de M. Nzabonempa, M. Mounié-Chouli y est accusé d'avoir commis un outrage du fait de l'inexécution d'ordonnances judiciaires en lien avec la divulgation des identités des témoins à charge protégée Anae, Anam, Anan et Anat 17 to Mr. Tourinabo. le 15 juillet 2017 à M. Ntourinabo. Il lui est également reproché d'avoir eu, à partir du 15 juillet 2017, au moins, et jusqu'à la seconde moitié du mois d'août 2017, à plusieurs reprises, des contacts indirects interdits avec les témoins à charge protégés Anae, Anam, Anan, Anat et Anal, par le biais de télécommunications avec M. Ntourinabo, qui a contacté ces témoins directement et ou par l'entremise de M. Ndagijimana, Nzabonempa et ou un intermédiaire désigné. Pour les motifs exposés dans le jugement écrit, le procureur n'a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que M. Mounié-Chouli peut être reconnu coupable sur la base des éléments de preuve présentés à l'appui de la violation alléguée en matière de divulgation reprochée au chef 3 de l'acte d'accusation de Nzabonempa. S'agissant du deuxième volet de la thèse du procureur, selon lequel il était interdit à M. Mounié-Chouli d'avoir des contacts indirects avec les témoins, je rejette cette allégation. J'ai examiné les éléments de preuve et les arguments avancés par le procureur et la défense. Selon la thèse de la défense, Maître Robinson, conseil principal, a demandé à M. Mounié-Chouli de commettre la violation qui constitue l'essence même de ce chef d'accusation. M. Mounié-Chouli mérite un avertissement pour sa conduite dans ces circonstances et non pas une condamnation au pénal. Je déclare de ce fait M. Mounié-Chouli non coupable du chef 3 de l'acte d'accusation de Nzabonempa. Mais M. Mounié-Chouli, je vous somme de vous imprégner des mesures de protection de témoins en vigueur dans des affaires à venir. Vous êtes tenu de les respecter, quand bien même votre conseil principal vous donne l'ordre de les violer. Nous sommes donc arrivés au terme, en ce qui vous concerne, de cette affaire concernant M. Mounié-Chouli. Vous êtes libre de quitter le prétoire. S'agissant du chef 3 de l'acte d'accusation de Ngirabatori, celui-ci est accusé d'inexécution d'ordonnance judiciaire pour avoir eu des contacts non autorisés avec le témoin Anae et de violation des mesures de protection du témoin pour avoir divulgué des informations confidentielles les concernant et le contenu de documents confidentiels. Je conclus que les éléments de preuve présentés n'établissent pas au-delà de tout doute raisonnable que M. Ngirabatori a eu des contacts non autorisés avec le témoin Anae. Toutefois, M. Ngirabatori ne conteste pas la plupart des autres allégations étayant le chef 3. C'est pourquoi, tel qu'exposé dans le jugement, je déclare M. Ngirabatori coupable du chef 3 de l'acte d'accusation dressé contre lui.
Comme indiqué plus haut, j'ai déclaré M. Zabonimpa, M. Ndagijimana et Mme Fatouma coupables d'outrage au titre du chef 1 de l'acte d'accusation de Zabonimpa. Chacun des co-accusés a passé plus de 11 mois en détention avant leur libération provisoire le 22 août 2019. Ils avaient ensuite été libérés sans condition le 11 septembre 2020 avant l'ouverture du procès. Ayant examiné la gravité des infractions dont ils ont été déclarés coupables, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes en l'espèce, je considère que les peines appropriées qu'il convient d'imposer à M. Anselme Zabonimpa, M. Jean de Dieu Ndagijimana et Mme Marie-Rose Fatouma, c'est le temps passé en détention par chacun d'entre eux. Ayant purgé chacun sa peine, M. Zabonimpa, M. Ndagijimana et Mme Fatouma, vous êtes libres au terme de cette audience. Je déclare M. Ngirabatware coupable d'outrage au titre des chefs 1 et 3 de son acte d'accusation. La détention de M. Ngirabatware jusqu'à date ne l'a pas été sur la base de l'acte d'accusation à lui décerné en l'espèce, mais en application de la peine d'emprisonnement de 30 ans imposée par la Chambre d'appel, confirmant les déclarations de culpabilité prononcée à son encontre pour génocide. Ayant examiné la gravité des infractions reprochées et les circonstances aggravantes et atténuantes en l'espèce, je condamne M. Ngirabatware à 2 ans, à une peine d'emprisonnement de 2 ans. Cette peine sera purgée en même temps que celle de 30 ans d'emprisonnement. M. Ngirabatware restera en détention sous la garde du mécanisme jusqu'en attendant son transfert vers l'État où il purgera ces 2 peines. Nous sommes donc arrivés au terme du procès. Le procureur contre Anselme Zabonimpa et consort. Le jugement écrit sera publié dès que possible. L'audience est levée.